Bonjour et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix de l'Afrique. De la politique à l'économie, de la culture aux innovations, notre mission est de mettre en lumière les histoires importantes aux Africains, ici et à travers le monde. Restez avec nous pour un tour complet de l'actualité africaine, toujours avec rigueur et engagement. À la présentation, je suis Keza Deborah. Au sommaire de ce radio-journal, mesdames et messieurs, des dizaines de personnes ont péri dans un naufrage sur le lac Kivu en RDC. Les circonstances encore floues, de nombreuses familles endeuillées. Au Moyen-Orient, la trêve fragile entre Washington et Téhéran tente d'éviter une escalade, mais la situation reste instable. Au Kenya, Djibouti, Ghana et Guinée équatoriale, de nouveaux projets stimulent le développement économique et énergétique. À Bujumbura, la Chine présente son 15e plan quinquennal et des perspectives de coopération. À Lagos, les Fanti Carnival met à l'honneur l'héritage afro-brésilien des communautés Aguida. Au Rwanda, Kigali accueille une conférence internationale sur les génocides perpétrés contre les Tutsis. Des experts et organisations appellent à une mobilisation renforcée contre l'idéologie du génocide. Ibuka plaide pour une coopération régionale accrue afin de prévenir sa résurgence. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans le détail. Un journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français. Commençons par la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Des dizaines de Congolais ont péri dans un naufrage survenu le mardi 7 avril 2026 au soir sur le lac Kivu. Nos sources indiquent qu'une embarcation motorisée en provenance du marché Sakiro dans le territoire d'Idjui et à destination de Makengere dans le territoire de Kalehe a chaviré avec des dizaines de passagers à bord. Reportage Fanny Chamamba depuis la RDC. Cette pirogue, longtemps utilisée pour le transport de population entre le village riverain, assurait la liaison sur cet axe lacustre. Le bilan reste incertain. Plusieurs passagers sont portés disparus, tandis que quelques rescapés ont regagné la rive. Mathieu Mounialugiro, habitant de Mouiha, témoigne. Certains survivants ont été retrouvés, mais d'autres restent introuvables. Il déplore notamment la disparition de 2 de ses nièces de retour de l'île d'Idjui après les vacances de Pâques. On ne connaît pas le nombre exact de ceux qui étaient à bord, mais on a pu identifier au moins 15 personnes rescapées. Ce sont ces nouvelles que nous avons pour l'instant. Un armateur de Mukwija, lui-même affecté par le drame, confirme l'incident. Pasteur de profession Kizito indique ne pas disposer des détails précis sur les circonstances du naufrage. Il souligne néanmoins que les fortes vagues sur le lac Kivu pourraient être à l'origine de l'accident. Nous sommes en deuil. Mes 2 nièces étaient à bord. Nous ne les avons pas encore retrouvées. Au quartier, certains ont été sauvés, mais c'est peu. Mon cher, ici, c'est le deuil. Tout le quartier. Selon plusieurs sources locales, le village de Mouiha, Ndjofu, Bunyaki, Nyamishonga, Nyabibwe et Kanenge figurent parmi les plus touchés par cette tragédie. Les recherches se poursuivent pour retrouver le disparu, tandis que les autorités locales n'ont pas encore publié les bilans officiels. Le drame s'inscrit dans un contexte plus large. Sur le lac Kivu, les naufrages sont fréquents en raison de bateaux souvent surchargés, mal entretenus et dépourvus d'équipements de sécurité. Ces accidents ont déjà fait des dizaines à plusieurs centaines de morts, dont plus de 70 à Savin lors d'un naufrage en octobre 2024, soulignant un problème récurrent de sécurité dans la région.
Au Rwanda, une conférence internationale consacrée au génocide perpétré contre les Tutsis s'est tenue ce mercredi 8 avril 2026 à Kigali. Elle a réuni des chercheurs, historiens et spécialistes de cette tragédie, ainsi que des représentants d'organisations internationales. Organisée par Ibuka, cette rencontre s'inscrit dans les efforts visant à renforcer la coopération entre différents acteurs pour combattre l'idéologie du génocide encore présente dans la région des Grands Lacs. Les détails avec Benyim Mugisha depuis Kigali. Lors de l'ouverture officielle de cette conférence, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Jean-Damascène Bizimana, a déclaré qu'il est regrettable qu'aucun pays africain n'ait encore jugé sur son sol des personnes impliquées dans le génocide qui s'y sont réfugiées. Maître Innocent Héziliaï, l'un des intervenants, a indiqué que la communauté internationale ainsi que certaines grandes puissances ont continué d'ignorer les alertes et les actions du gouvernement de la République démocratique du Congo qui collabore avec le groupe FDLR composé de personnes ayant participé au génocide au Rwanda. Le général Boubacar Faye, ancien membre des forces de la mission internationale MINUAR pendant le génocide, a indiqué que la communauté internationale a échoué car elle a retiré ses troupes alors que les Tutsis étaient massacrés sans parvenir à les protéger. De son côté, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Chaloka Beani, a également affirmé que la communauté internationale a échoué dans la prévention du génocide, faute d'avoir pu intervenir pour sauver les Tutsis. Il a ajouté que le génocide est un crime extrême visant à exterminer un groupe de personnes en raison de ce qu'elles sont et que c'est l'État qui est l'initiateur. Chaloka Beyani a souligné que la prévention du génocide passe par la lutte contre l'impunité de ses auteurs, insistant sur le fait que le moment est venu de demander compte afin de mettre en œuvre les conventions internationales visant à combattre ce crime. Cette conférence internationale sur le génocide a été organisée par l'association Ibuka qui défend des intérêts des survivants du génocide dans le cadre de la commémoration de 30 ans de sa création. Benyim Mugisha, Radio Uni, Kigali, Rwanda. Diplomatie, conférence de Madame Zhu Kewei, ambassadrice de Chine au Burundi, a tenu une conférence de presse le mercredi 8 avril 2026 à Bujumbura pour présenter les conclusions des 2 sessions tenues en mars en Chine et les grandes orientations du 15e plan quinquennal. Axé sur la modernisation socio-économique, ce plan fixe les priorités de développement de la Chine pour les 5 prochaines années et ouvre de nouvelles perspectives de coopération économique et d'exportation avec le Burundi. Suivez ces propos recueillis par Antedi Achille depuis Bujumbura. Les politiques favorables du 15e plan quinquennal chinois vont certainement créer des opportunités de travailler ensemble pour la Chine et le Burundi. D'abord, je dois dire que nous allons soutenir les efforts burundais pour réaliser la modernisation de la gouvernance, puisque de notre côté, nous avons ce nouveau plan quinquennal et du côté burundais, vous avez la vision nationale d'un pays émergent en 2040 et d'un pays développé en 2060. La synergie de ces stratégies et de ces politiques vont certainement créer plus d'occasions de coopération. D'abord, je pense à la partage d'expériences en matière de gouvernance et de développement économique et social. Au Cameroun, le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique du 15 au 18 avril 2026 à Yaoundé, Douala et Bamenda en pleine région anglophone en crise. La visite est placée sous le signe de la paix, de l'unité et de la réconciliation. Suivez ici Monseigneur Andouin Keya Fouagna dans ses propos recueillis par Elisabeth Hassen, notre correspondante au Cameroun. Le pape vient pour ces hommes et nous en sommes très heureux parce que quand le pape vient pour nous, il vient pour parler de paix. Il vient nous parler de réconciliation. Tous les hommes doivent sortir pour accueillir le pape, même nos frères qui sont dans la forêt. On leur a dit que tous devraient venir pour accueillir le pape. C'est quelque chose de fort. Pour la première fois, tout le monde parle d'une seule voix.
Les gens qui sont dans la forêt et ceux qui sont dans la ville, tous ont parlé d'une seule voix. Tous vont venir pour accueillir le pape parce qu'il vient comme un apôtre pour nous prêcher la paix. Aussi, le seul fait que ses pieds touchent le sol de Bamenda signifie que les choses ne seront plus les mêmes. Dieu et la paix seront avec nous pour toujours et toujours. Nous sommes dans cette crise depuis 10 ans aujourd'hui et rien de tel n'est arrivé. Donc, un événement comme celui-ci ne peut pas se produire sans que nous en soyons transformés. Politique économie Afrique de l'Est. Au Kenya, la vente de la brasserie East African Breweries pour 2,3 milliards de dollars à un investisseur japonais a été confirmée après le rejet d'une tentative visant à bloquer l'opération. Cette transaction marque un tournant majeur dans le secteur brassicole du pays et devrait renforcer la présence internationale de la société. À Djibouti a été inauguré le plus grand chantier naval de la mer Rouge et de l'Afrique de l'Est. Ce projet stratégique vise à moderniser l'industrie maritime régionale et à stimuler les activités économiques locales tout en renforçant la position du pays comme hub logistique dans la région. La Banque mondiale a quant à elle revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne. Selon l'institution, le conflit en cours au Moyen-Orient pèse sur les prix de l'énergie et accentue les pressions inflationnistes affectant directement les économies régionales. Sur le marché financier, le rand sud-africain enregistre un recul face à l'instabilité mondiale, reflétant l'inquiétude des investisseurs et l'incertitude sur la reprise économique dans la région. Au Ghana, la 24e réunion annuelle de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO s'est ouverte cette semaine. Les participants ont appelé à repenser le financement du développement dans la région et à renforcer l'intégration économique entre les États membres. L'objectif est de stimuler la croissance, améliorer les infrastructures et soutenir les projets stratégiques pour un développement durable. En Guinée équatoriale, les autorités accélèrent leurs ambitions dans le secteur énergétique. Plusieurs accords stratégiques ont été signés récemment pour attirer des investissements étrangers et développer de nouvelles infrastructures énergétiques. Ce plan vise à renforcer la position du pays comme acteur clé dans la production et l'exportation d'énergie en Afrique centrale. Au Nigeria, la ville de Lagos accueille actuellement le Fanti Carnival, une grande célébration de l'héritage afro-brésilien des communautés Aguda. Défilés colorés, musique traditionnelle et costumes flamboyants rythment cet événement qui attire chaque année des milliers de visiteurs et met en lumière la richesse culturelle de la région. Sur le plan régional, plusieurs tendances retiennent l'attention. Les transitions politiques et les réformes continuent de façonner le paysage ouest-africain, tandis que les enjeux de sécurité restent préoccupants de Dakar à Bamako. Une coalition citoyenne s'oppose aux juntes militaires au Sahel et des initiatives éducatives et professionnelles se poursuivent, comme le baccalauréat blanc régional de l'UEMOA et la 14e semaine tripartite en Guinée destinée à renforcer la formation et l'employabilité des jeunes.
Aux Comores, le président Azali Assoumani a remis jeudi les lettres de démission aux ministres en présence des secrétaires généraux. Le bilan de l'année 2025 est jugé très acceptable avec 56% des objectifs atteints, un progrès significatif par rapport au taux de 12% enregistré en 2024. Dans le football africain, la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc continue de faire polémique. Deux vainqueurs revendiqués sont annoncés et les dossiers désormais soumis au tribunal arbitral du sport. Face à cette situation, le président de la CAF, Patrice Motsepe, appelle au calme et à l'unité. Il annonce également l'ouverture d'une enquête sur des cas présumés de corruption et envisage une réforme majeure de la CAN avec le passage de 24 à 28 équipes et la création d'une nouvelle compétition continentale pour renforcer le football africain. Et enfin, parlons culture africaine dans ce journal. Dans la région de Grand Lac africain, du Rwanda au Burundi, jusqu'à l'est de la République démocratique du Congo, le tambour continue de résonner bien au-delà de sa fonction musicale. Symbole de pouvoir, outil de communication et lien spirituel entre les générations, cet héritage ancestral traverse le temps et s'adapte aux mutations contemporaines. C'est un récit signé Jimmy Choukrani. Les tambours, que symbolisent-ils dans la culture africaine? Dans les sociétés africaines, le tambour ne se résume pas à un instrument de musique. Il constitue un langage, une institution et une mémoire vivante. Dans la région des Grands Lacs, notamment au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, il occupe une place centrale dans l'organisation sociale et culturelle. Bien avant l'introduction des technologies modernes, le tambour servait de vecteur de communication à grande échelle. Ces rythmes codifiés permettaient de transmettre deux messages essentiels, annoncer une naissance, convoquer une assemblée, signaler un danger ou marquer un deuil. Chaque séquence sonore possédait une signification précise, comprise par l'ensemble de la communauté. Dans ce contexte, le tambour apparaît comme une voix collective, un outil de cohésion sociale qui passe les clivages individuels pour rassembler un peuple autour d'un même langage sonore. Dans les anciens royaumes des Grands Lacs, le tambour revêtait une dimension politique et sacrée. Il est étroitement lié à la monarchie et à l'autorité du souverain. Les tambours royaux, souvent appelés ingoma, étaient considérés comme des objets sacrés, gardiens de la coutume de l'État. Leur conservation et leur utilisation obéissaient à des règles strictes, parfois confiées à des lignes spécifiques. Le simple fait de battre ces tambours lors des cérémonies officielles symbolisait la légitimité du pouvoir et l'unité du royaume. Ainsi, au-delà de sa fonction musicale, le tambour incarnait l'ordre politique et la stabilité sociale. Il matérialisait le lien entre le roi et son peuple, tout en rappelant la permanence de l'autorité traditionnelle. Sur le plan spirituel, le tambour occupe une place essentielle dans les pratiques rituelles africaines. Il accompagne les cérémonies religieuses, les rites initiatiques et les invocations aux ancêtres. Dans de nombreuses traditions, le son du tambour est perçu comme une énergie capable de traverser le monde. Il établit un dialogue entre les vivants et les ancêtres, entre le visible et l'invisible.
Les rythmes répétitifs favorisés en état de communion collective, parfois associés à la transe ou à la méditation. Le tambour devient alors un instrument de méditation spirituelle, utilisé pour purifier les espaces, renforcer les liens communautaires et invoquer les forces protectrices. Le tambour joue également un rôle fondamental dans la transmission des savoirs. À travers ces rythmes, il véhicule des récits historiques, des valeurs morales et des codes sociaux. Dans les communautés de Grand Lac, l'apprentissage du tambour est souvent initié dès le plus jeune âge. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir une technique musicale, mais aussi de s'approprier une discipline, un sens du respect à une conscience collective. Chaque rythme raconte une histoire, et chaque performance devient un acte de mémoire. Le tambour agit comme un outil pédagogique, permettant de transmettre l'identité culturelle d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, malgré l'urbanisation et la mondialisation, le tambour demeure un élément vivant du patrimoine culturel africain. Il s'invite dans les festivals, les cérémonies officielles et les scènes internationales, devenant ainsi un ambassadeur de culture des Grands Lacs. Au Rwanda comme au Burundi, les troupes de tambourinaires participent activement à la valorisation de cet héritage, tout en l'adaptant au contexte contemporain. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le tambour continue également d'accompagner les dynamiques sociales et culturelles locales. Cependant, cette modernisation soulève des enjeux. Comment préserver l'authenticité de pratiques face à leur commercialisation? Comment transmettre les significations profondes du tambour à une jeunesse de plus en plus connectée au monde globalisé? Au-delà de l'Afrique, le tambour des Grands Lacs suscite un intérêt croissant sur la scène internationale. Il est étudié par les anthropologues, valorisé dans les musées et célébré lors d'événements culturels mondiaux. Cette reconnaissance contribue à repositionner les cultures africaines comme des références majeures du patrimoine immatériel mondial. Elle rappelle également que ces traditions, loin d'être figées, continuent d'évoluer tout en conservant leur essence. Le tambour dans la région des Grands Lacs reste bien plus qu'un instrument. Il est une archive vivante, un symbole d'unité et un vecteur de transmission. À la croisée de l'histoire, du pouvoir, de la spiritualité et de la culture, il incarne l'âme des peuples du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Ainsi, dans un monde en mutation rapide, sa préservation apparaît comme un enjeu essentiel, celui de sauvegarder une mémoire collective et de maintenir vivant un langage universel capable de relier les générations et les cultures à travers le temps. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés avec Radio Afrique Unie, votre source fiable pour comprendre et suivre les événements qui façonnent notre continent. À très bientôt pour une nouvelle édition à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français.